Bonjour à tous, nous allons donc continuer ces journées par un atelier numéro 2, hôpital et technique, qui s'éloigne un peu du Covid-19, quoique avec 3 interventions qui vont balayer un large panel technique, puisque nous allons aborder un sujet émergent de l'hôpital numérique au Smart Hôpital, a fait un sujet d'intégration de l'environnement sonore des sites hospitaliers, et enfin sur un thème à la mode, la résilience des bâtiments hospitaliers face à la réchauffement climatique qui produit des contraintes sur les cyclones et phénomènes. Nous avons donc attaqué la première intervention, donc l'hôpital numérique au Smart Hôpital, et nous avons la chance de pouvoir avoir deux interlocuteurs, Marie-Paul Dayer, présidente de la commission Smart Building du SBA, et monsieur Bonjour. Christophe Clément Cotuse, qui lui est contributeur à cette même commission, donc qui vont pouvoir nous présenter en détail ce qu'est le Smart Hospital. Bonjour, merci de cette introduction. Je remercie aussi très chaleureusement le comité scientifique des IHF qui nous donne cette possibilité de rendre visibles les travaux de l'association et de la commission que je préside. Alors, l'objectif de cette conférence est de partager la vision de la commission Smart Hospital qui est hébergée au sein de la SBA, donc la Smart Buildings Alliance, j'y reviendrai, et de vous proposer une méthode, un cadre pour vous aider à gérer en fait la transition numérique et énergétique dans vos établissements. Alors, l'ASBA, c'est une association qui a été créée il y a quelques années, donc en 2012. Donc en 2012, avec l'objectif d'accompagner les acteurs du bâtiment et de la ville dans les transitions environnementales et numériques. Donc, elle est composée d'à peu près 500 membres et de tout corps d'État. Donc, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, de la promotion immobilière, des prestataires de services, des juristes, des organismes institutionnels, des industriels et j'en passe. Et la SBA est vraiment précurseur dans son approche puisque sa volonté est vraiment de faire discuter en fait deux mondes qui sont particulièrement peut-être pas étanches, mais en tout cas très différents. Donc celui du bâtiment avec celui du numérique. En tout cas, ils ont des cultures voilà assez éloignées. Donc c'est pas une approche que l'on voit dans d'autres pays dans le monde. Donc on a été très très en avance, visionnaire presque sur ces sujets-là. Et donc, la SB1 propose des supports, des cadres qu'elle met à disposition et qu'elle a construits au fil des années et qui sont objets de labels. Elle a aussi monté des plans de formation, notamment avec le CNAM, et vient de lancer là la SB Academy. Donc, qui permet aussi d'accompagner les différents acteurs dans les transformations aussi de compétences, voire de filières pour accompagner les nouveaux métiers qui se créent. Alors, l'ASBA s'appuie sur un cadre de référence qui a été lancé il y a un peu plus de 2 ans, qui s'appelle Ready to Services. Alors, je suis désolée pour les anglicismes, mais comme c'est à vocation internationale, on est parti déjà sur des mots qui peuvent faire résonance dans d'autres pays. Donc, le Ready to Services donne des éléments de référence, de conception des infrastructures numériques pour garantir une interopérabilité et une mutualisation des infrastructures autant que faire se peut. Alors, il donne aussi quelques pistes sur les services, notamment pour les bâtiments tertiaires, et j'y reviendrai dans quelques minutes pour le détail. Alors ensuite, on a donc des commissions qui sont transverses, qu'on va retrouver sur la droite, là, avec notamment l'approche sur l'intelligence artificielle, sur la cybersécurité, sur la blockchain, sur le courant continu, voilà, des sujets qui adressent l'ensemble des acteurs, qu'ils soient de type résidentiel, ou sur le marché plutôt résidentiel, bâtimentaire ou au niveau de la ville ou des territoires. Donc c'est vraiment, vous voyez une action qui adresse un certain nombre d'acteurs et pour aussi libérer en fin de compte les usages, on a organisé sur la marguerite que vous voyez à gauche
par catégorie. Donc, les premiers cadres de référence qui ont pris appui sur le R2S concernent par exemple la connexion aux réseaux énergétiques locaux, le Ready for Grid, et le Ready for Mobility aussi qui va sortir d'ici quelques semaines. Donc la mobilité qui concerne effectivement les véhicules électriques, mais pas que. Ça englobe la mobilité au sens large, et notamment tout ce qui est mutualisation ou partage. Donc on est dans ce contexte-là. Vous voyez peut-être en bas à gauche de la marguerite une pétale qui s'appelle R2S for Care, et donc c'est l'objet de la commission qui est de prendre appui sur ce socle R2S pour définir un cadre de référence qui soit dédié aux établissements de santé, donc avec leurs particularités. Parce qu'effectivement, on adresse des usages tertiaires, mais pas que, loin de là. On est plutôt même sur la complexité de type industriel par rapport à la fois au nombre d'usagers, au nombre d'objets que l'on a à traiter, le nombre de flux et d'informations. Alors, donc, il y a à peu près une trentaine de commissions et puis 2000 contributeurs qui mélangent leur jus de cervelle, et vous comprenez qu'on fait aussi des allers-retours entre les commissions et qui sont dédiées à un usage et puis celles qui sont plutôt transverses pour aussi agréger les travaux et ne pas être complètement hors sol. Donc, alors, pourquoi est-ce qu'on a monté cette commission ? C'est à la suite de l'AMI Hôpital Numérique, qui a été lancé par la PHP, et le CHU de Nantes et de Caen, qui avait donc le bénéfice de mettre en avant un certain nombre de technologies, mais qui ne faisait pas mention d'usage. Et on conservait en fait ces silos par technique, ces silos par service, budget, culture, qui ne permettent pas non plus cette mutualisation. Alors que nous pensons que c'est vraiment la façon de répondre en fait à des enjeux auxquels les établissements de santé sont confrontés. Je ne vais pas m'y attarder, vous le savez aussi bien que moi, voire bien mieux. Donc l'expérience patient, évidemment. La qualité de vie au travail, les équilibres qu'il faut trouver, même dans ces temps compliqués. Le développement durable, évidemment. Les objets connectés, que ce soit des objets de type industriel, mais aussi à usage médicaux, et qu'ils soient à l'intérieur des murs ou hors les murs, pour le suivi à distance, évidemment. Et puis, j'ai utilisé un trombone, c'est pour imager en fait la mutabilité des bâtiments, des bâtis hospitaliers, qui doivent s'adapter aussi à toutes les différentes crises auxquelles ils doivent faire face, mais aussi aux changements liés aux techniques médicales qui évoluent. Et donc, pour répondre à ces enjeux, on pense au sein de la commission qu'il faut vraiment changer de paradigme. Alors, c'est pour ça qu'on a déclaré, en fait, un peu sous une forme de définition, de l'hôpital numérique au Smart Hospital. Alors, l'hôpital numérique, c'est quoi ? C'est là où on se trouve finalement pour partie aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un hôpital qui est en silo, qui accueille du numérique, mais ce numérique-là pousse les murs. On voit bien qu'il cherche à adresser différents services. Il ouvre les portes, et puis voire même quand il peut pas passer par la porte, il passe par la fenêtre. On voit avec les problématiques de cybersécurité notamment. Alors, pour libérer donc ces services, on pense qu'il faut ouvrir ces silos. Et un peu à l'image d'un smartphone, d'avoir en fait un bâtiment qui accueille son operating system et des applications qui viennent se greffer à cet operating system et qui peuvent échanger des données, pourvu qu'on donne son accord, pour rendre un service plus important que le propre service lié à l'usage. On fait aussi le parallèle, effectivement, entre le smartphone et puis les différents outils qu'on pouvait avoir entre un Palm, un téléphone, un TomTom, etc. Là, on va qui répondait bien à des besoins en tant que tel. Mais on voit bien qu'il y a des services supplémentaires dont on peut disposer une fois qu'on mutualise les données. Alors, le parallèle est un peu violent, je vous l'accorde, mais c'est ce qui permet peut-être aussi de visualiser les possibilités que l'on peut envisager. Alors,
néanmoins, c'est pas une révolution que l'on cherche à engager. Hein. On le voit, il y a des applications et des cas d'usage qui se sont déployés dans des sites existants. Alors, on en a fait plus de détails donc dans le théma que vous avez peut-être vu. Je vous le montre. Voilà, qui est en téléchargement sur le site de la SBA. J'en ai aussi en version imprimée. Si toutefois vous en souhaitez, n'hésitez pas à me le demander. Donc dans ce thème-là, on a détaillé ces cas d'usage-là qui sont donc dans des sites existants, sauf pour le suivi du flux ambulatoire qui est à Courlancy, donc basé sur une installation neuve. Pour le bon équipement, c'est par exemple des brancards au CHU de Grenoble. Donc le flux ambulatoire, c'est à la gestion donc du flux, tel que son nom l'indique, des patients, donc en le service ambulatoire. Et puis l'interaction avec les patients, là, c'est une approche un peu innovante du CHU de Brest, et la logistique des derniers mètres donc est assurée par des robots coursiers au CHU de Nantes. Donc les personnes qui témoignent aussi dans ce thème-là, voilà, sont connues, donc n'hésitez pas aussi à les solliciter pour avoir plus d'informations par rapport à leur retour d'expérience. Donc tout ça pour dire que voilà, c'est pas non plus la révolution, c'est des choses qui sont faisables et qui apportent réellement une valeur ajoutée à l'usage. Alors, quelle méthode est-ce qu'on propose au niveau de la commission ? On a un mode opératoire qui est basé en fait sur une matrice servicielle, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans le détail, et un cadre de référence, donc R2S for Care, qui s'appuie sur le R2S dont je faisais mention tout à l'heure. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que ce cadre de référence est une cible de conception, de moyens mis en place. Ce ne sont pas un catalogue en fait de technologies, et on adresse en face de ces cibles des modes de preuve, ce qui permettent de limiter toute discussion ultérieure. Alors, la matrice servicielle se présente comme ça, c'est un fichier Excel énorme dans lequel vous avez à la verticale les acteurs du bâtiment hospitalier. On a essayé de recenser l'ensemble des acteurs, et à l'horizontale, tous les besoins auxquels répondent des usages que vous voyez à l'intersection des deux. Alors, vous le voyez un petit peu mieux dans le livre des actes. On a publié un article. Et donc, on vient en fait utiliser cette matrice comme un outil de discussion à la phase de programmation pour, je dirais aussi, mettre autour de la table l'ensemble des acteurs et identifier les usages stratégiques pour l'établissement, qui se déclinent ensuite dans le programme. Alors, au niveau du socle R2S, qui est l'étape suivante, donc le R2S est un cadre de référence qui s'appuie sur des principes. Le premier étant que l'existence du réseau SMART, c'est-à-dire le réseau des data, qui est le quatrième fluide du bâtiment, après celui de l'eau, des gaz et puis de l'électricité. Donc, le R2S donne des éléments de conception comme je l'évoquais, pour des cibles à atteindre. Ce n'est pas un catalogue de technologies, c'est un point fondamental. Et on s'appuie donc sur 6 piliers que vous voyez à droite, donc avec la tranche basse qui est en fait les infrastructures techniques, donc qu'on pourrait appeler les tuyaux, la tranche du milieu qui concerne la gouvernance et qui adresse donc les sujets de sécurité numérique et de management responsable, et le dernier thème qui lui porte sur les services. Alors au niveau de l'architecture 3 couches qui est mentionnée dans ces principes de base du R2S, c'est un point très important, c'est-à-dire qu'on vient déterminer 3 couches de l'automation ou des infrastructures numériques, avec la couche terrain qui met à disposition des données et qui utilise des données, donc qui transite via le réseau IP qui est au milieu, et la couche service, donc qui qui accueille des applications et qui délivre des services. Et donc ces 3 couches se veulent indépendantes, interopérables, ce qui permet aussi de ne pas être captif d'un acteur ou d'un prestataire. Et ça, c'est extrêmement important du point de vue de la SBA, pour accueillir à la fois l'innovation et pour faciliter en fait l'exploitation et la maintenance. Alors, évidemment, si on utilise un réseau IP
comme épine dorsale, il faut qu'il soit disponible H24 et 7 jours sur 7, considérant l'activité hospitalière. Donc, ça veut dire aussi qu'on met en place des niveaux de sécurité numérique importants, alors qui s'accordent évidemment sur les contraintes des établissements de santé. On a cité ici les directives, règlements et recommandations qui s'appliquent. Et ça passe aussi évidemment par la mise en organisation finalement d'un management responsable qui vient accueillir en fait les différents métiers qui vont intervenir dans ces réflexions, puisque les frontières vont bouger entre la DSI, la DSN, la direction innovation, les services techniques, qui vont être tous impliqués finalement, chacun avec leur niveau d'expertise, pour créer donc cet environnement qui soit à la fois sécurisant et impliquant vis-à-vis de toutes les parties. Alors, c'est aussi une approche un peu différente vis-à-vis des niveaux de service attendus, évidemment, puisqu'on se doit, en tant qu'établissement de santé, d'être plus exigeant dans la mesure où il y a des impacts qui sont très importants. On peut aborder les bénéfices donc, qui sont apportés par le R2S for Care parce que on va dire le bâtiment n'est plus seulement une coque vide, une coque technique passive. Elle devient active du fait qu'elle accueille donc ce fameux operating system et qui vient donc aussi amener des informations et les utiliser pour le bénéfice des usagers. Alors, on a aussi d'autres bénéfices qui sont le fait d'avoir un outil qui puisse être évolutif et qui puisse accueillir évidemment des innovations, mais aussi des services plus traditionnels, mais de façon mutualisée avec l'ensemble des usagers, sans pour autant que ce soit un territoire d'expérimentation qui est peut-être pas forcément souhaitable dans tous les cas. Et un point important, évidemment, c'est que la gouvernance devient adapté aussi au numérique, c'est-à-dire que c'est plus seulement la seule affaire de la DSI ou de la DSN, ça devient vraiment transverse. Et c'est dans cette approche-là qu'on en retient un maximum de gains et de sécurité, à la fois de disponibilité des informations et par rapport à l'infrastructure, à la conception du réseau même, mais aussi par une approche globale sur les aspects de cybersécurité notamment. Et un point non négligeable, c'est que ces cadres de référence sont certifiables par un tiers. Ça veut dire que ça encadre aussi les prestataires et les différents partenaires qui peuvent intervenir dans ces réflexions et qui permettent aussi de valoriser la démarche au niveau global. Alors, en conclusion, j'ai envie de vous dire que le R2S for Care vous permet d'avoir une conception qui soit vraiment des infrastructures qui peuvent accueillir donc des services comme ready to services, c'est-à-dire que on ne sait pas forcément ce qui sera disponible demain ou après-demain. Par contre, on peut déjà concevoir des infrastructures qui permettent d'accueillir ces services et de gérer finalement l'obsolescence aussi de son infrastructure. Donc c'est un prétexte finalement également à la réflexion pour une dimension prospective avec, comme je l'évoquais, des directions qui bougent, des fonctionnalités, des compétences aussi qu'il faut intégrer et qu'il faut peut-être aussi accompagner pour mettre en place vraiment une stratégie numérique adéquate et embarquer l'ensemble des intervenants, puisqu'on est tous aujourd'hui usagers de ces outils finalement numériques. Alors c'est vrai qu'en 20 minutes là, c'est un peu rapide, on n'entre pas vraiment dans le détail. Par contre, donc oui, il y a le livre des actes qui rentre un peu plus. Alors c'est la page 47. Je regardais tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à mettre un petit post-it à y revenir un peu plus tard. Et puis donc le thème, comme je l'évoquais, pour avoir un peu plus d'éléments. Alors chose importante également, la SBA n'est pas une association qui reste hors sol. Évidemment, on échange avec les IHF, notamment avec un groupe de travail dont j'ai appris le nouveau nom hier, qui s'appelle donc le Réussite, et qui avance sur les thématiques aussi d'infrastructure et de retour d'expérience. Et puis on discute également avec la direction immobilier de l'ANAP, avec l'UAFS, pour essayer
essayer aussi d'embarquer finalement l'ensemble des problématiques et de bien comprendre à la fois les services qui sont attendus à court terme, je dirais comme la gestion des flux par exemple, comme l'orientation des patients et des soignants, mais de façon plus long terme aussi, de pouvoir les anticiper sans pour autant partir trop loin dans la prospective. Là, il y a des commissions aussi qui travaillent. Voilà, donc si c'est des sujets qui vous ont interpellé, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous serez les bienvenus au sein de cette commission. Il y a on est un groupe assez efficace et je dirais qu'il y a une bonne ambiance aussi, donc ça ne gâche rien. Et donc voilà, j'espère que ce sujet a retenu votre attention et nous sommes à votre disposition, Christophe et moi, pour vos questions. Merci Mme d'ailleurs pour cette intervention. Bon, je vais peut-être vous poser une première question. Dans quelle mesure la commission de SBA s'est entourée, vous avez parlé de la NAF, et quel autre interlocuteur vous avez utilisé ou consulté pour mettre en place cette réflexion, pour voir à peu près quelle largesse de base vous avez utilisé. Et puis, il y a quelque chose qui m'interpelle quand vous parlez de management responsable et de gouvernance. Oui. C'est clair qu'il y a beaucoup d'acteurs dans ce que vous présentez, dont un incontournable, la DSI. Ou la direction des services d'informatique autrement. C'est-à-dire que vous envisagez qu'on parle d'une gouvernance, c'est une nouvelle gouvernance, une espèce de nouveau métier, une nouvelle intégration pour mener de projets de cette telle ampleur, puisqu'il y a d'utilisateurs très final ou techniciens. Donc comment vous avez abordé ce problème pour que votre réflexion avance, qui induit un pilote, ce que j'appelle le manager responsable? Alors, pour répondre à votre première question, donc on a échangé évidemment donc avec les IHF, je l'évoquais, avec la NAP aussi depuis quelques mois déjà, et puis donc les architectes qu'on essaye d'impliquer dans cette démarche parce que malgré tout, ça impacte aussi l'architecture et la conception des bâtiments. Et puis on échange régulièrement avec des programmistes, donc ICAD, A2MO par exemple, et puis des bureaux d'études qui interviennent soit au sein de la commission, soit qu'on sollicite en tant qu'expert de façon ponctuelle également. Et puis la maîtrise d'ouvrage quand elle le souhaite aussi hospitalière, donc qui vient nous challenger également, nous apporter des précisions aussi par rapport aux attentes et aux contraintes qu'elle rencontre. Et sur le deuxième point, tu voulais intervenir, Christophe? Bonjour. Donc sur le deuxième point, le management responsable, le constat, la présentation qu'a faite Marie-Paul, c'est de montrer que le numérique touchait tous les secteurs de l'hôpital et que ce réseau, en fait, concernait tout le monde. Et si, donc en termes de management responsable, l'idée, c'est ce qui a été mis c'est de faire par conception. Et si on essaye de concevoir un bâtiment neuf ou des gros travaux de rénovation en incluant le numérique, donc tout le monde est concerné, et va se poser la question, donc, qui va recéter le réseau? Parce que le premier point, c'est une fois qu'on a défini un réseau ou un système numérique qui va permettre d'adresser tous les besoins de tous les services de l'hôpital, qui va recéter et va vérifier que le réseau qu'on a commandé fonctionne bien. Et le deuxième, c'est dans son administration, à partir du moment où le réseau a été conçu par les ingénieurs techniques, finalement, est-ce que son exploitation peut se discuter? Et surtout dans le management responsable, c'est de bien établir le qui fait quoi, donc un RACI, en proposant ou en développant des contrats de service, des SLA, pour parler le jargon informatique, des engagements de service, pour être sûr que ce réseau sera disponible à 99,9% pour l'ensemble des services de l'hôpital, parce que si la logistique fonctionne pas, c'est quelque part le soin qui fonctionne pas. Si le dossier patient fonctionne pas, c'est le patient qui est pas soigné, etc., etc. Donc tout le monde finalement dans l'hôpital se retrouve avec les mêmes contraintes de disponibilité du numérique, et ça, donc ça va nécesiter une nouvelle approche pour la gouvernance. D'autant plus que les DSI sont souvent saturés de services, de travail avec l'évolution des besoins et de la réglementation, et que finalement des ingénieurs ou des gens capables de faire du numérique, il y en a aussi dans le médico-technique, il y en a aussi dans le secteur de
l'hôpital, enfin dans le secteur du bâtiment et des services techniques, et que donc là, il y a peut-être aussi un moyen de faire une nouvelle approche pour mutualiser les besoins et les ressources. Ok. Merci de votre réponse. Alors, une autre première question des auditeurs. Ces services que vous proposerez SBA avec la commission, quelle peut être l'articulation sur les règles de la concurrence des droits du marché public? Est-ce que vous avez déjà une réflexion là-dessus? Dans quel contexte? Comment que ça peut être cette prestation, cette étude, cette réflexion qui pourrait être mise en œuvre dans le cadre d'une concurrence du droit du marché public? Alors, en fait, c'est... Vas-y, Christophe. Oui, donc là, ça, c'est dans le référentiel R2S. En fait, ce qu'on demande, c'est, si vous voulez, la conception d'un hôpital avec un réseau performant, il y a deux choses. Il faut le prévoir dans les travaux. Donc, d'ailleurs, c'est l'objectif quand on dit par conception, c'est que dans les appels d'offres et dans les PTD, par exemple, quand on dit qu'il y a un hôpital numérique, que tout le numérique fasse l'objet soit d'un lot, soit d'une prestation qu'on retrouvera dans la réalisation, puisque d'un côté, le référentiel R2S va vérifier que la partie conception du réseau était bien prévue dans les travaux de construction ou dans les travaux de rénovation. Et à la fin, dans la partie management responsable, on vérifie bien que ce qui a été prévu est bien recetté. En fait, dès qu'on va faire la conception, on va prévoir la recette et que ces deux éléments sont bien inclus dans le R2S. Donc, tous les candidats seront soumis, dans un cas d'un marché public, tout le monde est soumis à la même enseigne puisque l'exigence de départ se retrouve dans la recette à la fin. Alors, on peut faire en fait le parallèle avec la démarche HQE. Qui implique en fait différents corps d'État, qui implique différents interlocuteurs et différents référents, voire même des AMO ou des bureaux d'études qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Et c'est finalement une approche qui est assez similaire en ce qui concerne le réseau Smart ou les infrastructures numériques. Et effectivement, c'est l'objet aussi des cadres de référence. C'est-à-dire, c'est comme je l'évoquais, c'est pas un catalogue technique ou de solutions ou de prestataires. On reste vraiment sur des cibles à atteindre. Après, charge à chaque entreprise industrielle ou prestataire de fixer, de proposer finalement ce qui peut valoriser au mieux pour le projet. Bon, c'est-à-dire que ce cahier des charges, si tu peux l'appeler comme ça, ou ce document, pourrait être utilisable pour l'ingénierie hospitalière, pour s'appuyer sur une réflexion. Bien entendu, pour la mettre en œuvre, il faut faire certainement un bilan dans un cadre d'un schéma directeur, par exemple, ou au sein des établissements, parce que pour le mettre en œuvre, il faut peut-être avoir déjà une réflexion de l'existant, et dans ce cas-là, vous préconisez vos documents et une intervention en tant qu'AMO, par exemple. Exactement. C'est comme ça que vous aviez conçu. Donc, c'est toute la démarche de conception qui apparaît là. Donc, on a de nombreuses questions sur ce fait d'utiliser ce cahier de certification dans le cadre de ce consultation, de réflexion de base. Oui, c'est important de l'imaginer aussi en amont, c'est-à-dire que voilà. C'est-à-dire qu'en fait, si on dit, ok, on peut le voir dans le détail à d'autres occasions, mais en fait, le cadre de référence a certaines cibles. Vous avez un nombre de points en fonction du niveau de cible. Plus c'est exigeant, plus vous avez de points. Et à la fin, vous gagnez un certain nombre d'étoiles. Qui donne le niveau global de l'infrastructure. Et en fait, ces points, vous pouvez les atteindre de différentes manières, au même titre que le HQE. Donc, c'est aussi une réflexion à avoir entre les différents acteurs pour se dire qu'est-ce qui est primordial, qu'est-ce qui est important, et qu'est-ce que, on peut peut-être regarder pour un peu plus tard. Et de fait, donc, on vient faire évoluer aussi la réflexion très en amont. Une dernière question. Vous êtes bien conscient que dans tous les établissements, les supports informatiques sont très disparates et l'évolution avant le remplacement pourrait évoluer vers les préconisations de votre commission. Vous avez une réflexion sur ce sujet-là? Ouais.
Et donc, vous avez déjà... Oui, juste sur un point, là, on va dire que c'est un peu le qui peut le plus peut le mieux. Donc l'idée, c'est vraiment, dès la conception de gros travaux de rénovation ou de la construction de bâtiments neufs, c'est de prévoir une infrastructure numérique qui permette de supporter tous les services. On n'est pas obligé d'implémenter, mais comme un bâtiment se construit pour un cycle de vie de 40 ans, c'est essayer de prévoir un maximum d'utilisation l'utilisation des services numériques, sachant que le jour où on décide de les mettre en place, eh ben, il y aura l'infrastructure numérique qui permettra, par exemple, sur la partie réseau sans fil, sur la 5G, sur l'IoT. Donc, ces systèmes-là, c'est prévoir d'entrée la possibilité de les installer, pas forcément de les mettre en œuvre tout de suite. Merci pour cette réponse à la question. Merci pour votre intervention. Donc, comme vous l'avez rappelé, madame, d'ailleurs, le livre des actes à la page 47 pour plus d'informations et vous reste à disposition avec le petit document que vous avez présenté. Nous allons passer à la deuxième intervention. Merci, au revoir. Merci à vous.